Je vais vous raconter une histoire. Nous sommes en mai 1940 et la France est au plus mal. L'Allemagne nazie, bien décidée à soumettre sa voisine de toujours, lance son implacable blitzkrieg contre elle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les armées françaises et anglaises désorganisées n'étaient pas prêtes à recevoir cette avalanche de plomb. Cette attaque préparée minutieusement par la Wehrmacht mettra rapidement la France et ses alliés en déroute, engendrant la débâcle des armées, laissant les Allemands progresser rapidement sur le territoire. Habituellement sous la protection des Gémeaux, le mois de juin va plutôt voir la coupe du désastre s'abattre sur la France. Le premier, c'est Lille qui tombe. Le 5, c'est autour de Dunkerque. Le 9, c'est Rouen qui tombe à son tour. C'est alors tout le nord de la France qui voit ses habitants fuir vers le sud. Paris se vide et devient une ville fantôme. Le 12, Churchill exhorte les Français à continuer le combat, et le 14, c'est Paris qui tombe aux mains des nazis. Le 18 juin sera marqué par le plus célèbre discours de l'histoire de France, celui d'un certain De Gaulle, encourageant les Français à ne pas abandonner les combats face à l'ennemi, en réaction à la demande de cessez-le-feu du maréchal Pétain. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Les coïncidences étant ce qu'elles sont, ce sera ce même jour qu'une bataille marquera pour toujours la ville de Xertigny. En 1940, le village de Xertigny est un village plutôt calme. Il y fait bon vivre et les commerces fleurissent. Cependant, depuis plusieurs jours, les nouvelles du front ne sont pas bonnes, et les rues de la ville voient son lot de nouveaux visages arriver chaque jour. Des civils et des soldats fuyant le nord. C'est la débâcle, et l'épée de Damoclès se rapproche de Xertigny. Le 16 juin, nous sommes alors dans le gros de la débâcle. La ville devient un point de passage pour un nombre important de soldats complètement déboussolés. N'ayant reçu aucun ordre, ils ne savent plus quoi faire ou penser. Cependant, au milieu de ce chaos, Xertigny voit arriver 2 escadrons de cavaliers sous les ordres du commandant de Saint-Cernin. Figure d'autorité, son arrivée apporte un tant soit peu d'ordre. Ce dernier le sait. Xertigny étant un nœud de route, c'est un point de passage crucial pour l'avancée allemande. Sa décision est irrévocable. La défense de la ville va s'organiser. Xertigny va se battre. Ayant récupéré des pièces d'artillerie et après avoir recruté plusieurs soldats passant par la ville, les troupes du commandant de Saint-Cernin sont maintenant constituées d'environ 100 à 150 hommes. Un nombre bien plus faible que celui de l'armée qui se rapproche, mais ces derniers, galvanisés, veulent en découdre. Beaucoup d'entre eux misent sur une guerre longue et que le moindre petit effort pour anéantir des forces ennemies est bon à prendre. Sans oublier que dans l'esprit des gens du secteur, on a encore en mémoire les souvenirs de 14-18, mais aussi de la guerre de 1870-1871. Et prendre les armes et se défendre n'est pas une option, c'est un devoir. Il reste peu de temps pour se préparer et organiser la défense de la ville. Le commandant Saint-Cernin ordonne donc à ses hommes de préparer des barricades aux points stratégiques. L'idée est de protéger la ville le plus rapidement possible et efficacement pour empêcher l'avancée des Allemands. Les barricades en direction de Bains-les-Bains et de Plombières-les-Bains seront les mieux protégées, car c'est affirmatif, les Allemands arriveront par là. Cependant, le manque de matériaux pour la construction de ces barricades de fortune se fait ressentir, et ces dernières, prévues de base en pierre et en bois, se retrouvent rapidement agrémentées de plein de choses glanées à droite à gauche. En manque cruellement de matériel et d'armes, ils possèdent tout de même 2 gros canons de 75 mm. En tant que pièce maîtresse de la défense, ils seront placés judicieusement afin de défendre les 2 entrées principales. Les heures filent à toute allure, et maintenant c'est officiel, les Allemands arrivent. Ils seront là bientôt. Le neveu du commandant de Saint-Cernin, le maréchal des logis de Rouffignac, ayant été envoyé en reconnaissance sur Bains, fut accueilli sur la route par la Wehrmacht. Échappant de justesse au tir ennemi qui ne touchèrent que le réservoir de son sidecar, il peut prévenir son oncle de cette information cruciale. Nous sommes maintenant le matin du 18 juin 1940. L'aube à peine levée dévoile petit à petit l'énorme rouleau compresseur qui se dirige vers la ville depuis la route de Bains-les-Bains. L'armée allemande, composée alors d'une colonne de chars et de plus d'1 millier de fantassins, a de quoi faire peur. Ce n'est plus une armée, c'est un raz-de-marée qui se dirige vers la ville. Le lieutenant Vernier, bien positionné sur la hauteur du village au milieu des champs accolés à la brasserie, a une vue parfaite sur la route de Bains-les-Bains et décide de lancer le premier des hostilités. Il oriente alors son canon sur un char ennemi, le charge d'un obus, déclenche le tir et réussit à détruire le char visé, tuant sur le coup tout son équipage. Pris de panique, le reste des Allemands se réfugie dans les bois, empêchant de les viser efficacement. Les shrapnels sont alors privilégiés pour les déloger de leur cachette. La Wehrmacht,
surpris par ces tirs et en manque d'informations, décident de riposter. Ils envoient alors un avion de reconnaissance afin d'identifier l'endroit d'où peuvent provenir les tirs. L'engin volant blindé résiste plutôt bien aux tirs de mitraillettes tentant de le détruire, et les Allemands identifient le canon utilisé par le lieutenant Warnier. C'est alors un déluge de tirs qui s'abat sur toute la zone. Warnier ne se laisse pas démonter et riposte à son tour, tirant sur ses assaillants. C'est alors un combat de 2 heures plein d'intensité, durant lesquels les tirs fuseront des deux côtés, qui fera trembler la ville. Malheureusement, le canon de 75 finira par être muselé, permettant aux tanks d'effectuer leur sillage macabre sur les routes entourant Xertini. Le dernier rempart avant l'accès à la ville se trouve à la barricade d'Elmas, appuyée sur la maison Viale, aux abords de Notre-Dame de Bon Secours. Cependant, c'est un combat entre David et Goliath qui s'annonce. Les soldats du rempart d'Elmas, armés avec seulement quelques revolvers et mitraillettes, doivent se frotter aux chars d'assaut allemands et leurs blindages en acier. Pris par la torpeur du combat, les défenseurs de Xertini ne lâchent rien et tentent le tout pour le tout, effectuant plusieurs salves de tirs sur l'ennemi, faisant mouche à plusieurs reprises. Cependant, les fusils s'enrayent rapidement, mais malgré les réparations effectuées au garage Marco, les tirs côté défense diminuent, et pour argenter, un tir de tank vient exploser la maison Viale accolée à la barricade, tuant et blessant de nombreux soldats sur le coup. Nous sommes maintenant l'après-midi et il n'y a plus le choix. Il faut se retrancher au centre-ville autour de la mairie, alors dernier bastion de Xertini, à l'intérieur duquel le commandant de Saint-Cernin attend de pied ferme l'armée allemande, bien décidé à défendre la ville jusqu'à sa mort. La capitulation n'est plus une option. Depuis les fenêtres de la mairie, les tirs fusent sur les chars qui encaissent les tirs avec une facilité déconcertante. Les géants d'acier semblent inarrêtables. Les Allemands, perdant patience, décident de tirer des obus sur l'hôtel de ville. Les tirs touchent les réservoirs d'essence des véhicules stationnés dans la cour, déclenchant alors un incendie au sein même de l'hôtel de ville. Le commandant Saint-Cernin, touché d'une balle au poumon, refuse inlassablement de se rendre, et c'est au milieu d'un brasier continu qu'il continue inlassablement ses salves sur l'ennemi depuis les fenêtres de la mairie. La fumée commence à rendre l'air irrespirable, et il faut sortir d'urgence du bâtiment, sinon c'est l'asphyxie garantie. La décision est prise. Mais une fois dehors, de nombreux soldats se font tuer par des tirs de mitraillettes. Le commandant de Saint-Cernin ainsi que le lieutenant Bouillet échappent de peu à ces tirs. Ils se mettent à couvert, quand soudain un objet métallique atterrit à leurs pieds. Ils n'ont pas le temps de se rendre compte que c'est une grenade, que cette dernière explose, tuant Bouillet sur le coup. Le commandant, projeté violemment avec l'onde de choc, encaisse le coup, mais finira par rendre son dernier souffle dans les bras du lieutenant Delmas. La ville, maintenant sans poste de commandement, tombe très rapidement sous le contrôle de l'armée allemande. L'horloge sonne 18h quand les derniers tirs se font entendre. Les soldats encore en vie sont faits prisonniers, et les blessés sont envoyés dans les caves de la brasserie, alors devenue une infirmerie. Les docteurs allemands sont ensuite mis à disposition pour leur procurer les premiers soins. Afin d'honorer la mémoire des personnes décédées durant la bataille, les habitants de Xertini demandent l'autorisation aux Allemands d'enterrer chaque corps. Et quant au commandant de Saint-Cernin, ce dernier sera enterré avec les respects. Une couronne de chêne sera déposée sur sa tombe, et la citation « Au brave commandant défenseur de Xertini » y sera inscrite. La ville devenue allemande, les bâtiments les plus attrayants comme le château des Brasseurs sont réquisitionnés par la Wehrmacht et ses dirigeants, qui feront alors de la ville un lieu important dans lequel de nombreux soldats allemands stationneront. Avec le sacrifice du commandant Saint-Cernin et de beaucoup de ses hommes, cette bataille qui aurait pu rester comme un grain de sable dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale aura permis de montrer la détermination et la vaillance de l'armée française, se battant jusqu'au bout. Car comme on dit, perdre une bataille, ce n'est pas perdre la guerre.